le big data, les 3V, ce qui le définit. On verra à quoi ça sert concrètement en termes d'application. On verra un petit peu la RGPD, puisque c'est quand même ce qui cadre et qui légifère les données. Ensuite, on verra le côté écolo, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans le high-tech, dans les serveurs, dans la complexité de tous ces nouveaux outils que forcément on doit polluer la planète et pas réfléchir intelligemment à la conceptualisation de toute cette machinerie. Et ensuite, le meilleur pour la fin, la data visualisation, c'est le côté super beau du big data en plus d'être pratique. Allez, c'est parti. Donc, quelques dates clés. Alors, pour vous résumer un petit peu l'évolution. 1950, c'est là qu'on a eu les premiers termes d'intelligence artificielle avec Turing. Turing, si vous vous rappelez vos livres d'histoire, liés à Enigma, le premier appareil qui a crypté les données de façon très pertinente au temps de la guerre, qui était basé en fait sur un langage d'Indien, Cherokee, quelque chose comme ça. Mais c'était déjà de la crypto et il est parti ensuite sur l'intelligence artificielle, un grand cerveau. 1956, première mémoire virtuelle, on a commencé à pouvoir stocker de la donnée. Alors là, du moment qu'on peut stocker de la donnée, on avait quelque chose, un existant qu'on pouvait faire évoluer. Donc ça a été un levier super pertinent. Ensuite, 1970, les bases de données relationnelles, c'est bien, on a un stock de données. Si en plus on peut le faire correspondre, trouver une corrélation avec une autre base, on s'améliore. Je vous ai passé 76, ma naissance. Ensuite, on a 97, apparition du terme Big Data, grosse donnée, gros volume de données. Et ensuite, on est passé en 2001 sur ce terme-là des 3V. Les 3V qui caractérisent le Big Data. Alors, les 3V, c'est quoi? Volume, vitesse, variété, pour faire simple et efficace. Qu'est-ce qui se cache derrière? En termes de volume, vous voyez un petit peu toutes ces sources de données avec lesquelles on va aller capter comme ça, sniffer, happer de l'information. Donc, on a des forums, on a de l'info en interne, en externe, les blogs, les sites internet, les avis clients, les Google My Business. On a plein de sources d'entrée et bien sûr, on a un énorme volume, une énorme densité d'informations comme ça qui arrivent de toutes parts. Quand on a ce gros volume-là qui est gros, qui est rapide, qui arrive en masse et en flux permanent, on est dans le volume du big data. On en a besoin. On a dans cette première étape-là, en termes de volume, sur la collecte. On collecte un gros volume de données. Après, on fait un gros volume de préparation. Ça s'appelle le data mining, pour ceux qui veulent le terme. Préparation, c'est-à-dire on commence à les classer, à les ranger. C'est un petit peu comme quand vous êtes addict au shopping sur Amazon, vous passez plein de commandes, vous avez 15 colis qui arrivent. Après, il faut ranger. Qu'est-ce qui est pour le fiston? Qu'est-ce qui est pour le mari? Qu'est-ce qui est pour nous? Donc là, c'est pareil. On fait cette préparation et ensuite, on fait du nettoyage. OK, ça, c'est les colis pour nous, mais ça, ce sont les officiels qu'on peut montrer au mari. Ça, c'est les officieux qu'on doit cacher derrière la porte. Donc là, c'est la même chose. On classifie, on organise. Ensuite, on a donc le deuxième V qui est la vitesse. On a le gros volume, on a beaucoup de paquets. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a besoin de collecter ça vite et efficacement pour avoir une analyse et une compréhension rapide. On a un gros volume, mais si on met 2 ans avant de tout traiter, de tout arriver à comprendre, à analyser, on ne sera pas du tout dans l'optimisation et la pertinence. Donc, on n'est pas bon. Dans le big data, on doit avoir de la réactivité, on doit aller très, très vite, d'où l'intelligence artificielle. Donc là, c'est intelligence artificielle, entre guillemets, intelligence, puisque ce n'est pas quelque chose qui va réagir, comprendre tout seul. C'est un algorithme qui va être en capacité, ce supercalculateur, de traiter énormément de données en peu de temps. Donc vous allez lire un livre, vous allez mettre 2 heures pour lire 200 pages, lui, il va mettre moins de 2 secondes pour lire 200 pages. Pour vous donner un exemple, ça va même encore bien au-delà de ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais l'intelligence artificielle sert à ça, à aller très très vite pour faire des actions que l'humain mettrait, lui, beaucoup plus longtemps à faire. Donc, en fait, si vous n'avez pas besoin d'aller très très vite, ou si vous pouvez arriver à gérer le volume d'informations que vous avez, même si vous avez 10 tableaux Excel, par exemple, à analyser, ça reste gérable. Donc là, on va dire que vous êtes dans le small data et vous avez beaucoup de travail. Mais vous n'êtes pas dans le big data. Vous n'avez pas besoin de déployer les outils du big data.
Donc voilà, la vitesse, c'est pour ça. C'est pour arriver à collecter vite et à avoir surtout une analyse et une prise de décision rapide. Donc, premier point, gros volume d'informations qui arrivent en permanence. Deuxième point, grande vitesse de captation et d'analyse de ces données. Troisième signe qui nous font dire qu'on est dans le big data ou qu'on a besoin de déployer les outils de big data, ça va être la variété. Variété, c'est comme la musique. Quand on dit c'est de la musique variété, c'est parce qu'il y a un petit peu de tout, qu'on ne sait pas dans quel domaine le classer. Là, c'est pareil, variété, puisque vous avez différentes sources d'entrée des données. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez avoir des données qui arrivent de sondages, de questionnaires, mais des données qui arrivent de blogs, de sites Internet, des données internes à l'entreprise, autant de points d'entrée différents. Donc, une variété de données qui arrivent et qui n'ont pas la même forme. Donc là, on va les séparer en deux parties, ces données, les parties structurées et non structurées. Donc celles qui sont en forme, qui rentrent dans des cases, ça, c'est les données structurées. Là, on est sur questionnaire de satisfaction, des fichiers Excel, des sondages, tout ceci qui a un question et puis réponse. Il y a des cases, il y a des infos dans chaque case, tout est bien classé, bien organisé. C'est plutôt de la business intelligence qu'on appelle quand on est dans ce genre d'approche, puisqu'il y a vraiment tout qui est compartimenté, tout est propre, on lit, on sait ce qu'est les questions, on sait ce que sont les réponses, il y a une place pour chaque chose et chaque chose est à sa place. Donc, quand c'est très structuré, c'est la business intelligence. De l'autre côté, on a des données non structurées. Là, c'est plus ou moins le tout venant. Ça va être des avis clients. Et dans les avis clients, vous avez des phrases incomplètes avec des fautes, avec des clones de mots, des doublons. C'est de la donnée qui arrive de partout, texte, vidéo, image, qui a plusieurs formes, plusieurs formats, qui a du coup plusieurs schémas différents. Et là, il va falloir organiser tout ça. Alors là, on n'est plus du tout dans la business intelligence, on est dans le big data, puisque là, il y a besoin de faire du tri. En fait, le big data, c'est vraiment l'aventurier, le warrior. Lui, il arrive, il y a tout qui est en friche. Alors, c'est comme si vous arrivez dans un jardin qui a un énorme potentiel, vous apercevez quelques arbres fruitiers, vous apercevez du potentiel sur la surface, mais il y a besoin d'éclaircir tout ça. C'est pas propre, c'est un peu le bazar. Il faut faire du tri, du nettoyage, du rangement, de l'organisation, de la sélection. Et là, ben, vous vous mettez en œuvre et vous mettez tout ça en place. Vous enlevez ce qui n'est pas bon, vous gardez que ce qui est valable, ce qui a une valeur ajoutée, et à la fin, vous retrouvez avec un joli terrain, avec plein d'arbres fruitiers à exploiter, quelque chose de propre, de lisible, d'agréable et surtout de pertinent qui va répondre à des besoins. Ça, c'est le big data au niveau du jardinage. Mais c'est tout à fait comme ça qu'il faut le percevoir. Donc, je vais vous amener sur un site. Là, vous avez l'adresse en bas. Sophie, si tu peux la mettre dans le chat, du coup, tout le monde y aura accès pour plus tard. Et du coup, voilà à quoi le big data va en fait ressembler. Alors, hop, sors-toi de là, la fenêtre. Du coup, je clique là. Partons du principe que je cherche en fait à avoir des informations pour identifier un restaurant aux États-Unis, à New York. Alors, autant dire que là, il y a pléthore de points de restauration. Moi, je veux que ce soit un restaurant. Je veux qu'il soit vegan. Je veux qu'il y ait un accès handicapé. Je veux qu'il n'y ait pas eu de fermeture sanitaire. Je multiplie les critères de choix. Et je me retrouve à dire comment est-ce que je vais faire pour arriver à sélectionner, à identifier ce restaurant-là. Donc, autant vous dire qu'un fichier Excel regroupant toutes ces informations, ça me ferait beaucoup de colonnes à lire, à remplir, à identifier. Ça serait très compliqué. Même notre ami Google, quand on retape restaurant américain, New York, et même si je lui rentre tous les critères, handicap, etc., va me ressortir, quoi qu'il en soit, toute une liste comme ça de plusieurs pages à faire défiler. Autant dire que la lecture va être très compliquée pour y retrouver le restaurant qui correspond à ma multitude de critères. Donc là, on s'inscrit dans le big data. Gros volume d'informations, j'ai besoin d'avoir ma réponse vite et pertinente et j'ai beaucoup de critères de sélection. On a les 3 V, c'est bon, on est dans le big data. Donc maintenant, qu'est-ce que ça peut donner quand on traduit tout ça par les outils du big data? Tadam! Voilà. Au milieu, vous avez… On n'a rien en fait. Ah, je vous le partage, ça n'a pas dû le prendre. Nouveau partage, mon écran. Hop là. Là, c'est bon? Vous voyez mon écran? C'est bon. Donc voilà,
Donc là, le grand cercle que vous voyez, l'espèce de galaxie, ce sont tous les points de restauration de New York. Wow. Au milieu, ce sont tous les critères de sélection que je vous disais. Donc, n'importe lesquels, vous prenez ceux qui sont faibles en calories, en général dans leur menu, ceux qui ont un accès handicapé. Voilà, tout ceci, c'est tout un panel de critères de sélection, reliés complètement directement au restaurant. Et à côté, vous avez une map pour vous repérer, géolocaliser en fait le restaurant. Donc, voilà la multitude d'entrées, de sources d'informations et de critères qui sont compilés en une seule approche. Là, c'est le gagnant de 2017. Hein. Mais voyez la puissance. On se retrouve avec quelque chose qui visuellement est plein d'informations, mais avec une facilité de lecture de l'ensemble de ces informations qui est à la portée d'un enfant de 8 ans. Il suffit qu'il sache lire l'anglais, ça c'est autre chose, mais il suffit qu'il soit anglophone et il peut absolument sélectionner ses critères de recherche et arriver à sélectionner beaucoup plus rapidement qu'avec une recherche via Google, par exemple, le restaurant de son choix. Et là, on n'a pas besoin de mode d'emploi, on n'a pas une usine à gaz, on a quelque chose qui est facile à comprendre, facile à utiliser et facile à analyser. Ça, c'est le big data dans toute sa splendeur. Voilà. Allez, hop, je reprends du coup mes slides. Donc là, on était sur cette variété de données qui illustre bien. Du coup, pour résumer, quand vous avez volume, vitesse et variété, vous êtes dans un besoin de déployer les outils du big data. Si vous n'avez pas ces trois critères-là, et si vous avez juste du volume pour bosser 4 ou 5 jours, vous êtes juste en besoin de recruter ou de vous mettre au boulot rapidement. Mais vous n'avez pas besoin des outils. Parce que le risque aussi du big data, si on le déploie quand on n'a pas besoin, c'est que le big data, c'est émergent, c'est tout nouveau, c'est encore très embryonnaire, on est dans les balbutiements. Ce n'est pas quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc les outils évoluent vite et ne sont pas du tout pérennes. Tous les process, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place aujourd'hui, dans 6 mois, seront certainement obsolètes. Donc, il faut bien réfléchir avant de s'inscrire dans des actions comme ça de big data et quand on déploie ces leviers, parce que ça a un coût, ça a une énergie, ça consomme aussi les gens de se mettre à jour et de se former à ces approches-là, mais ce n'est pas toujours pertinent. Les outils, ça ne sert que pour nos besoins. Il faut déjà bien les réfléchir. C'est déjà un état d'esprit, le big data. C'est déjà une façon de voir les choses. Comme je vous disais, il faut être quelque part un aventurier. Aimer fouiller dans les données, en tirer des conclusions, essayer de décider par rapport à ce qu'on a vu, les nouvelles tendances, les choses émergentes. Le big data vous sert à tout ça, mais c'est un état d'esprit. Si vous n'avez pas ce côté stratège ou visionnaire, les outils ne pourront rien pour vous. Ils vous feront des belles cartes, mais que vous serez incapable en fait de lire, d'appréhender, de comprendre et surtout d'utiliser. Donc, ce n'est pas la peine toujours de déployer toute cette technologie quand on n'est pas armé et qu'on n'est pas sûr d'en avoir besoin. Donc, concrètement, à quoi ça sert le big data? Je commençais à vous le dire, à optimiser les process et les performances. Forcément, si vous commencez à avoir de l'intelligence artificielle qui arrive à gérer, à analyser 10 fois plus de données ou 1000 fois plus de données qu'un employé, forcément, vous allez gagner du temps et vous allez avoir un risque d'erreur en plus limité. Donc, vous allez aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et vous allez pouvoir multiplier les sources d'entrée. Si vous êtes un gros groupe bancaire, vous allez pouvoir gérer les données de vos clients, les données de vos salariés, les données de vos sites Internet, de toutes vos succursales en France ou à l'étranger. Et tous ces points d'entrée vont être localisés et regroupés en un endroit clé, stratégique, analysé, structuré pour optimiser à tous les niveaux. Donc, optimiser au niveau de l'aide à la décision, quels vont être les prochains produits et services que la banque va déployer, par exemple, parce que vous allez identifier des tendances, des habitudes de consommation ou alors tout un besoin identifié auprès du service client, du SAV ou de vos managers, de vos guichetiers. Et toute cette donnée va vous faire un audit, une cartographie générale qui va vous aider à faire une décision pertinente. Vous allez améliorer cette expérience utilisateur, bien évidemment, puisque vous allez avoir plein de données sur le parcours de ce client au sein de votre entreprise et forcément la donnée va vous donner des indicateurs pour réorienter les choses, les améliorer, les construire pour qu'elles correspondent beaucoup plus à un besoin du moment.
Améliorer votre persona. Le persona, c'est votre client idéal. On l'appelle comme ça en marketing. Et du coup, plus vous allez avoir d'informations sur votre client idéal, plus vous allez savoir comment lui parler, quel produit créer, quel besoin il a. C'est comme quand vous parlez à vos parents ou quand vous parlez à vos amis, vous les connaissez sur le bout des doigts, vous savez comment leur parler pour arriver à vos fins, pour arriver à les amener là où vous voulez. Alors que si c'est un inconnu dans la rue, vous avez très peu de données sur lui, ça va être beaucoup plus difficile pour arriver à l'amener là où vous voulez. Là, c'est la même chose. Le persona, votre client, plus vous avez d'infos, plus vous savez comment le pratiquer, comment lui parler. Donc après, vous allez pouvoir décliner des stratégies de com, de marketing, des déploiements de produits, tout ça par rapport à ce persona qui sera concret et hyper abouti. Ça, c'est une force du big data aussi. Et puis, l'analyse prédictive. Alors là, on est dans, même pas le demain, on est dans le après-demain. Vous avez le client, ça, c'est celui qui a acheté votre produit, ça y est, c'est fait. Vous avez le prospect, c'est celui qui arrive juste avant le client, celui qui commence à s'intéresser à votre produit, qui a posé des questions, qui a pris des infos. Mais là, avec le big data, vous analysez les tendances, vous analysez les comportements des consommateurs. Et là, vous allez gagner une étape et vous allez arriver à créer un intentionniste. C'est-à-dire que vous allez arriver avec toutes les informations qui se passent sur Internet, qui circulent, les commentaires, les avis, les discussions, les changements de situation, les changements de gouvernement, la législation, toutes ces infos-là vous donnent des tendances. Et vous allez pouvoir dire que cette personne, par rapport à son comportement, ses recherches, ses envies, ses achats d'avant, va être dans 6 mois susceptible d'acheter tel produit. Et là, vous gagnez une étape par rapport à vos concurrents. Vous créez des intentionnistes. Vous savez que ce type va avoir l'intention de passer à l'action d'ici 6 mois ou d'ici 1 an. Là, on n'est pas dans la voyance, on n'est pas dans l'extra-lucide ou autre, dans la fiction. On se base toujours sur du concret, sur des données, sur des informations pertinentes. Et c'est cette multitude de sources d'informations qui, regroupées, vont vous créer cette liste de gens qui sont susceptibles d'être intéressés par ce produit dans 6 mois. Là, vous gagnez un temps fou. Là, vous êtes vraiment dans l'anticipation, dans l'optimisation de toutes vos stratégies. C'est clair, avant même que la personne elle sache qu'elle aura besoin du produit, vous le savez. Quoi de mieux? Wow. Alors, voilà, ça c'était le big data avant, les fameux fichiers Excel, ou alors on prenait son papier, son crayon, les crayons de couleur même, et on essayait de mettre en forme toutes ces données, on essayait de leur donner une allure, de faire ressortir par code couleur des informations pertinentes pour arriver à faire une lecture. Voilà un petit peu les usines à gaz que ça pouvait donner version papier. Je vous l'ai mis parce que c'est toujours bien de se rappeler d'où on part et jusqu'où on va pour en apprécier toute l'amélioration et l'évolution. Et je trouvais ce dessin très pertinent et très riche d'informations pour l'illustrer. Donc ensuite, on passe à la data visualisation. Là, c'est ce que je vous disais, c'est le petit bijou, c'est la cerise sur le gâteau du big data. Ok, ça sert, on va vite, on traite beaucoup d'infos, on optimise plein de choses, on fait des super décisions, on crée des intentionnistes, on est dans le futur, tout ça c'est génial. Mais si en plus on peut se faire un plaisir par les yeux, ne nous privons pas. Et alors là, on va partir encore sur Internet pour aller voir ce lien. Attention, il y a un petit peu de son. Là, la CAB, vous y avez déjà eu droit. Hop, allez. Je vais partager celui-là et je vais aller là. Hop, si j'arrive pas à déplacer ma fenêtre. Allez. Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, c'est bon. Allez. Et du coup, on est parti. L'éloignement aide parfois à mieux s'aimer, mieux se comprendre.
Donc, voilà une autre façon. Là, on est vraiment dans la data visualisation la plus riche et la plus jolie, la plus visuelle, mais aussi auditive. On est en train d'essayer d'activer tous les sens possibles pour vous faire une immersion complète au sein de la donnée. Donc là, on a des données qui sont sur plusieurs années. Hein, vous avez vu, on va remonter le temps ou avancer dans le temps. On a graphiquement quelque chose qui nous rappelle la constellation des étoiles. Et en plus, on se retrouve comme ça à avoir des données sur des groupes musicaux et avoir en plus la musique qui s'associe et qui défile en même temps qu'on est dans cette immersion. Et vous pouvez avancer au fur et à mesure comme ça des informations. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très abouti, de très réfléchi et du 360. Et encore une fois, un enfant de 8 ans pourrait complètement se promener, aller trouver l'information qu'il veut, se faire plaisir et n'a pas besoin de mode d'emploi, malgré cette multitude de données, de critères et cette vitesse d'accessibilité à l'information. Donc voilà encore une fois un potentiel au niveau du big data et surtout de la data visualisation. Donc celui-là, c'est une petite pépite. Oui. Allez hop, on repart sur les autres diapos. Ensuite, donc je vous avais dit que je ferais la minute RGPD. Je suis un petit peu obsédée par la RGPD, à force, on va croire. Mais voilà, c'est quelque chose qui régit, qui légifère et qui cadre les données, la data, donc toutes les informations dans sa globalité. Du coup, il faut toujours que tout le monde soit quand même au courant de ce cadre. Nul n'est censé ignorer la loi, donc vous devez tous être plus ou moins au courant à chaque fois que vous prenez les informations de quelqu'un ou de quelque chose, de ce que vous avez droit ou pas à faire. Donc, je vous ai mis le lien de la CNIL. Et je vous rappelle aussi qu'il y a des sites qui se font pirater en permanence sur les données. Donc, vous avez, je ne sais pas si ça partage toujours mon écran. Oui, oui. Voilà, là, vous avez tout ce qui est l'information piratée. Donc, en 2004, vous voyez, on est parti sur AOL, on est parti sur très peu de choses. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'on remonte dans le temps, voilà toutes les sociétés qui se font pirater et les ronds grossissent au fur et à mesure de l'importance des données qu'elles ont eu de voler. MySpace, vous voyez, on vous met les détails en mai 2016. Voilà les rançons que ça a coûté et vous voyez le nombre d'informations qui ont été volées. Dailymotion. Et plus vous remontez dans les années, et forcément plus de gens de sociétés se sont fait piquer des données et en plus gros volume. Nul n'est à l'abri. Il y a toujours plus malin que malin. Donc ne croyez pas, même si vous pensez que vous n'avez rien qui circule sur vous sur Internet, c'est faux. Vous avez un ami, un enfant, un voisin, la femme, le mari, toujours quelqu'un qui parle de vous et qui donne vos données sur Internet. Donc, personne n'est à l'abri de nos jours. Tout est connecté, tout est lié. Donc, voilà un petit peu en termes de volume de données qui sont piratées. Donc, toujours en vigilance tout de même. Donc, voilà, la RGPD, c'est quelque chose qu'il faut connaître, qu'il faut au moins survoler pour savoir un petit peu dans quel cadre et quelle sphère on évolue. Ensuite, 3 petits exemples au niveau de l'écologie pour vous dire, du coup, et défendre un petit peu tout ce qui est le IT, le high-tech, les objets connectés, le big data, le digital. Non, ce n'est pas que polluant, ce n'est pas irresponsable et ce n'est pas dans la super consommation d'énergie. Vous avez Facebook, par exemple, qui a mis ses serveurs. Les serveurs dégagent beaucoup de chaleur, ça fonctionne et bien sûr, vous le voyez, votre tour d'ordinateur chauffe. On y met souvent les pieds dessus quand on travaille tard le soir d'ailleurs. Ça nous réchauffe les orteils. Et donc, cette chaleur-là, plutôt que de dépenser dans la climatisation et faire appel à Rosa, désolé, on a mis les serveurs de Facebook au pôle Nord pour profiter du froid et de l'environnement ambiant. Comme ça, on essaye de trouver une utilité et d'optimiser les lieux de ces serveurs. On a la société Gerlor en Bourgogne qui, par exemple, se sert de sa chaleur qu'elle dégage avec tous ses serveurs de données et la redistribue pour chauffer et faire fonctionner une université de 28 000 étudiants quand même. Donc, c'est pas rien. Et on a une start-up qui est montante, qui, pareil, génère beaucoup de chaleur de par la data de ses serveurs et de ses ordinateurs, qui est en train de rebasculer toute cette énergie, cette chaleur, pour chauffer la piscine du 13e arrondissement.
Et il y a plein d'exemples comme ça où on essaye d'optimiser dès la conceptualisation, dès la réflexion de la mise en place, d'optimiser les coûts, les chaleurs, l'énergie pour être dans l'éco-responsabilité. Parce que maintenant, il n'y a pas besoin de se dire écolo, on est par force tous écolo, sinon on est juste fou. Donc voilà, c'était la touche écolo du Big Data. Et du coup, je vous remercie à tous. 28 minutes, je ne suis pas trop mal. Et je reste donc à disposition si vous avez des questions.